Il est 18 h, nous allons commencer la séance. Bienvenue à ce conseil municipal donc, du lundi 1er juin 2026. Donc, je vais commencer par l'appel. Arpaillange Christophe, excusez, procuration à moi-même, je licence. Babylon Evelyne. Bas Nathalie, excusez, procuration Laetitia Moreno. Colomé Isnar Alexandra. Concas Sylviane. Ducassi Bernard. Il va arriver. Fauconnet Alexandra. Favre Nathalie. Gonin Christelle. Herchues Marc. Hugonnet Marc. Janin Cyril. Juan Luc. Justafré Claudine. Quérofré Philippe. Lafont Didier, je pense qu'il va arriver aussi. Lamidel Audrey. Lavaille Claudine. Lavoire Grégory. Lebrun Jean-Michel. Martel Mathieu, excusez, procuration Claudine Justafré. Miller Henri. Mira Sébastien. Moinx Sabine. Moreno Laetitia. Nadal Patricia. Auger Valérie. Ponce Froidevaux Agnès. Pujol Frédéric. Rousse François. Sens Julie, moi-même présente. Tricaire David, procuration Didier Lafont. Villarem Isabelle. Alors, le quorum est atteint, il y a 2 personnes qui ne sont pas encore arrivées. Avant de commencer la séance et de nommer la secrétaire le ou la secrétaire de séance, depuis le dernier conseil municipal, un ancien conseiller municipal de la commune nous a quittés, Monsieur Guy Esclopé. Donc, je commencerai la séance par une minute de silence, et en cet instant de recueillement, je en profite aussi pour remercier toutes les personnes qui ont soutenu moi-même et ma famille suite au décès de ma maman, et je remercie tous les élus qui ont pris le relais pour ces quelques jours, ainsi que les agents. Je vous remercie beaucoup pour ce soutien. Donc, nous allons faire une minute de silence pour Monsieur Esclopé. Merci. Donc Bernard Ducassi est arrivé. Donc nous allons nommer là où le secrétaire de séance. Alors je ne sais plus qui était secrétaire la dernière fois. Fanny, la dernière fois c'était qui? Monsieur. Sébastien, on te laisse secrétaire pour cette fois-ci. Merci. Donc, à l'ordre du jour, en point numéro 1, donc l'approbation du procès-verbal de la séance précédente du 23 avril 2026. Est-ce qu'il y a des remarques par rapport à ce procès-verbal? Non? Nous pouvons procéder à son approbation. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc, point suivant, les comptes rendus de délégation qui ont été pris depuis le dernier conseil municipal. Donc, la décision numéro 10 concernait les fournitures de vêtements de travail et d'équipements de protection individuelle. Donc, c'est un marché habituel que passe la commune pour les équipements du centre technique, des collaborateurs, des agents du centre technique. Ce sont des marchés avec des montants annuels maximales en hors taxe. Donc, vêtements de travail pour 60 000 €, articles chaussants 15 000 €, EPI pour 10 000 €. Donc, ce sont des marchés annuels reconductibles.
Décision numéro 11, c'est dans le cadre d'un marché à procédure adaptée pour les signalisations verticales. Donc c'est l'entreprise Signaux Giro SA qui a été retenue pour un montant maximal annuel de 40 000 € hors taxe. Pareil, c'est pour un marché annuel reconductible. Décision numéro 12, rétrocession d'une concession perpétuelle. Donc ce sont des choses qui se font généralement au niveau du cimetière. Décision numéro 13, audience devant le tribunal correctionnel de Perpignan pour le 7 mai 2026. Donc c'est la commune qui a fait appel à notre conseil Maître Ponce-Serradell pour effectuer toutes les écritures afférentes aux différentes procédures. Voilà. Didier Lafont est arrivé également. Bonsoir. Donc voilà, pas de vote à faire pour ces comptes rendus de délégation. Du coup, point numéro 3, autorisation de création d'un emploi de directeur de cabinet. Donc, généralement, voilà, dans certaines collectivités, des directeurs de cabinet accompagnent les élus. Ce sont des postes qui sont directement liés aux maires et aux élus. Donc, ce sont des postes qui durent le temps du mandat. Donc, vu la conjoncture avec moi-même étant toujours en activité professionnelle à temps partiel et à la communauté de communes, il nous paraît important pour faire le lien avec les équipes et avec les élus d'avoir ce poste au niveau de la collectivité. Donc, voilà, considérant que ces collaborateurs de cabinet sont recrutés par contrat sur la base et dans les conditions des articles du Code général de la fonction publique, considérant que ces collaborateurs de cabinet des autorités territoriales et que notre commune dispose de cette capacité de créer jusqu'à 2 postes de collaborateurs, nous proposons d'en créer un seul. Considérant d'une part que les emplois de collaborateurs ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une rémunération supérieure à 90% du traitement correspondant à l'indice terminal de l'emploi administratif fonctionnel de la direction plus élevée de la collectivité, donc les salaires de ces collaborateurs de cabinet sont encadrés. Voilà, et considérant du coup que le montant des indemnités ne peut être supérieur à 90% du montant maximum du régime indemnitaire institué par l'Assemblée délibérante de la collectivité et servi aux titulaires de l'emploi fonctionnel. Qu'en cas de vacance de l'emploi fonctionnel ou du grade de référence retenu pour le calcul de cette rémunération, le collaborateur de cabinet conserve à titre personnel la rémunération fixe antérieurement. Et considérant la nécessité pour l'autorité territoriale de disposer d'un collaborateur chargé du suivi des dossiers et de la coordination institutionnelle, vraiment de la coordination entre élus et techniciens et avec la proximité avec la population. Donc il vous est proposé de créer pour la durée du mandat en cours un emploi de directeur de cabinet, donc chargé du suivi des dossiers de Madame le maire et de la liaison entre ce que je disais, l'autorité territoriale, les élus, l'administration, et tous les organismes en lien avec toutes les missions confiées, de dire que ces crédits nécessaires sont inscrits au budget principal de la commune, d'autoriser Madame le maire à signer tout document permettant la mise en œuvre de cette délibération et de charger Madame le maire de transmettre cette présente délibération aux services préfectoraux. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Non. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, 4 abstentions, 5 du coup, 5 abstentions. Merci. Autre point, point numéro 4, modification du tableau des effectifs. Nathalie. Oui, je suis un peu loin. Merci. Concernant du coup cette délibération, qui me paraît un peu technique au niveau de son libellé. Du coup, et puis comme on était en début de mandat, je voulais refaire, ce qui m'a aidé moi aussi à comprendre un peu la situation, refaire juste un petit point sur les filières. La fonction publique territoriale regroupe approximativement 230 métiers répartis en 8 filières, 3 catégories A, B, C, pour environ 145 grades et 55 cadres d'emploi. Donc la ville d'Argelès regroupe plus d'une centaine de métiers différents qui sont répartis sur les 6 filières administratives, animation, culturelle, police municipale, sportive, technique. Dans chaque filière, les fonctionnaires territoriaux sont classés par catégorie A, B, C, et dans chaque catégorie comporte quant à elle plusieurs cadres d'emploi
regroupant chacun un ensemble de grades qui, eux, comprennent plusieurs échelons. Donc cette délibération se situe sur ce sujet-là, puisque au sein d'une même collectivité, les agents peuvent prendre des situations aussi juridiques différentes, contractuelles, fonctionnaires, stagiaires ou titulaires, et les agents de droit privé. Et dans chaque catégorie, il y a des changements de grade qui sont possibles par plusieurs voies, on va dire. Une promotion est possible par concours externe ou par promotion interne. Et pour pouvoir accéder à ces postes, il est nécessaire d'avoir un tableau et des postes qui sont ouverts à ces grades-là. Donc, le tableau des effectifs, c'est en fait un outil de travail de gestion qui est une annexe budgétaire et qui est aussi un outil de travail pour la gestion des ressources humaines. Donc, quand il y a un poste dont on n'a plus besoin, on le supprime, et quand on a besoin d'un poste, on le crée. Donc, cette délibération concerne ce tableau des effectifs, donc vous l'avez sous les yeux, se réfère aussi toute une série de règlements législatifs, donc je vous passe la lecture. Et donc, sur le budget principal, considérant la parution de la liste d'aptitudes au concours de rédacteurs lors de la session 2025 du Centre de gestion du Gard, 2 agents de la commune sont inscrits sur cette même liste. Ils occupent au sein de la collectivité des fonctions correspondantes au grade de la promotion. Il convient donc de créer 2 postes de rédacteurs à temps complet. Ces 2 agents seront détachés pour effectuer un stage d'une durée d'1 an, stagiaire. À l'issue de cette période probatoire, les postes de titulaires détenus par ces 2 agents, soit d'adjoint administratif et adjoint administratif principal de 2e classe, seront supprimés. Considérant la réorganisation au sein du pôle bâtiment et notamment la création d'une équipe climaticien et plomberie, il convient de créer un poste de chef d'équipe à temps complet en référence au grade d'agent de maîtrise principal contractuel. Considérant la publication en date du 31 mars 2026 des listes d'aptitudes des agents de maîtrise et de rédacteurs au titre de la promotion interne 2026 du Centre de gestion des Pyrénées-Orientales, et afin de permettre les nominations des agents inscrits sur cette liste, il convient de supprimer et de créer les postes suivants. Supprimer 5 postes d'adjoint technique principal de 1re classe à temps complet et créer 5 postes d'agent de maîtrise à temps complet. Supprimer 1 poste d'adjoint technique principal de 2e classe à temps complet et de créer 1 poste d'agent de maîtrise. Créer 1 poste de rédacteur à temps complet. Considérant les différents postes laissés vacants suite à des départs au sein de la commune, retraite, démission, mutation, il convient de supprimer ces derniers et de créer des nouveaux postes pour répondre aux besoins actuels. Je vous passe la liste du coup des suppressions et la création de 5 postes d'adjoints administratifs à temps complet, création de 8 postes d'adjoints techniques à temps complet, création d'1 poste d'agent de maîtrise contractuel, création d'1 poste de rédacteur contractuel, à raison de 28 heures par semaine, création d'1 poste d'adjoint administratif 23 heures, création d'1 poste d'agent de maîtrise à raison de 31 heures par semaine, création de 2 postes de gardien brigadier à temps complet. Donc toutes ces créations permettront à des agents de pouvoir les occuper après leur nomination. La régie des transports, considérant les besoins en effectifs pour le bon fonctionnement des transports scolaires au sein du service de la mobilité, il convient de créer 3 postes de conducteurs à temps complet en référence à l'emploi de conducteurs d'autobus de la Convention collective des réseaux de transport public. Sur cette partie-là, je tiens à signaler que ces postes seront créés sur le budget principal. Il y a une erreur dans la délibération, et la délibération qui sera envoyée, l'erreur sera corrigée. Voilà, je vous passe le tableau. Et donc, c'est repris du coup pour le budget principal. Donc, créer 3 postes de rédacteur à temps complet, 1 poste d'agent de maîtrise principal contractuel à temps complet, 6 postes d'agent de maîtrise, 1 poste d'agent de maîtrise principal contractuel.
je relis du coup, création de 5 postes d'adjoints administratifs, 8 postes d'adjoints techniques, 1 poste d'adjoint de maîtrise contractuelle, création d'un poste de rédacteur contractuel et 1 poste d'adjoint administratif contractuel, 1 poste d'adjoint à raison de 31 heures par semaine. 2 postes de gardien brigadier à temps complet sur le budget principal et supprimer toute la liste des postes. Et donc sur la régie, effectivement, les 3 emplois permanents pour les postes de conducteurs à temps complet sont sur le budget principal. D'autoriser Madame le maire à signer tout document permettant la mise en œuvre de la présente délibération et de charger Madame le maire de notifier cette décision aux services préfectoraux. Voilà, c'était un peu technique à présenter. Est-ce que vous avez des questions pour qu'on en parle un peu plus ? C'est des délibérations qui font partie de la vie des collectivités, avec les promotions, avec surtout pour, dans notre cas, les arrivées des saisonniers qu'il faut créer. C'est des postes qu'il faut créer. Donc voilà, ça fait partie de la vie des collectivités. Tu peux faire voter. Voilà. Qui est contre ? Qui s'abstient ? 5 abstentions. Merci. Point numéro 5, la délibération portant adhésion au service de recueil des signalements proposé par le Centre de gestion de la fonction publique territoriale des Pyrénées-Orientales, le CDG 66. Nathalie. Sur cette délibération, il s'agit d'un complément, on va dire, à ce qui avait été voté au conseil municipal précédent, puisque le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Pyrénées-Orientales nous propose en option des services et dont celle-ci, qui va dans le sens de la qualité de vie au travail, on va dire, des agents qui auront la possibilité de faire des signalements grâce à cette option. Considérant l'article L135.6 du Code général de la fonction publique, qui impose aux employeurs publics de mettre en place un dispositif destiné à recueillir les signalements des agents s'estimant témoins ou victimes d'atteintes à leur intégrité physique, de violences, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel, d'agissement sexiste, de menaces ou de tout autre acte d'intimidation, ainsi qu'à les orienter vers les autorités compétentes en matière d'accompagnement. Considérant que le centre de gestion propose depuis le 1er janvier 2026 aux communes et aux établissements publics qui leur sont affiliés d'adhérer à un dispositif offrant à leurs agents la possibilité d'effectuer de tels signalements, lesquels seront traités de manière neutre, confidentielle et professionnelle. Considérant que l'adhésion à ce dispositif, bien qu'elle n'engendre aucun surcoût à ce jour pour la collectivité, nécessite la conclusion préalable d'une convention. Considérant que ce dispositif garantit la neutralité, l'impartialité, la confidentialité et la protection des données personnelles des agents, considérant qu'il convient donc d'autoriser Madame le maire à conventionner avec le centre de gestion 66 en vue de mettre en place ce dispositif au profit des agents de la collectivité. Il est proposé au conseil municipal d'adhérer au service de recueil de signalements proposé par le centre de gestion 66 afin que les agents de la collectivité puissent accéder au dispositif mis en place pour recueillir leurs éventuels signalements d'atteinte à leur intégrité physique, de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel, d'agissement sexiste, de menaces ou de toute autre intimidation. D'approuver la convention d'adhésion au service annexé à la présente délibération, laquelle fixe les modalités de mise en œuvre, de transmission des signalements et d'intervention du référent désigné par le centre de gestion 66, de charger Madame le maire des actions nécessaires pour informer les agents de la mise en place de ce nouveau dispositif et de la manière dont ils peuvent y recourir, d'autoriser Madame le maire à signer tout document permettant la mise en œuvre de la présente délibération, de charger Madame le maire de transmettre la présente délibération aux services préfectoraux. C'est clair pour tout le monde. Est-ce que vous avez des questions ? J'ai une petite question. Quelles sont les modalités pratiques ? Ils ont accès à une plateforme informatique ? Comment... Effectivement, oui.
C'est une plateforme informatique qui va leur garantir la confidentialité. Et de toute façon, la convention est aussi, sera aussi annexée aux délibérations. Donc, vous verrez tout à fait les modalités précises. Donc, en tout cas, c'est dans un cadre confidentiel qu'ils pourront accéder à cette plateforme. Mais une fois le signalement fait, après, il revient vers le chef de service ou vers les élus enfin, c'est le centre de gestion qui va gérer. Qui gère intégralement. Oui. D'accord, merci. Donc, d'autres questions, non? Qui s'abstient? Pardon, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci. Toujours au niveau des ressources humaines, c'est la création maintenant de l'emploi fonctionnel de directeur général adjoint des services techniques. Comme beaucoup le savent, la commune, au niveau des services techniques, fait beaucoup de choses en régie. Donc nous avons un gros service avec beaucoup d'agents et donc besoin de structurer avec un directeur général adjoint. Donc considérant que la fonctionnalité de l'emploi de direction permet au maire de confier la responsabilité de la direction de l'ensemble des services à un cadre chargé d'en coordonner l'organisation, considérant qu'il convient de créer un emploi fonctionnel de directeur général adjoint des services techniques à temps complet de la strate démographique, donc qui est la nôtre de 40 à 150 000 habitants, considérant qu'il convient de pourvoir cet emploi par un fonctionnaire de catégorie A de la filière technique, au grade d'ingénieur en chef hors classe ou, le cas échéant, de pourvoir cet emploi par un agent contractuel de droit public par voie de recrutement direct, considérant qu'il convient d'attribuer à l'agent détaché sur l'emploi de directeur général adjoint des services la rémunération prévue à la grille indiciaire, considérant qu'il convient d'attribuer à l'agent détaché sur l'emploi de directeur général adjoint des services le régime indemnitaire de la collectivité ou de l'établissement, et considérant qu'il convient de maintenir les crédits nécessaires au budget principal. Donc il est proposé au conseil municipal d'autoriser cette création d'emploi fonctionnel de directeur général adjoint des services techniques, de dire que la présente décision fera l'objet d'une transmission au contrôle de légalité, d'une publication conformément au texte en vigueur, d'autoriser Madame le maire à procéder au recrutement et à signer tout acte afférent, et de charger Madame le maire de notifier cette présente délibération aux services préfectoraux. Est-ce qu'il y a des questions? C'est un nouveau poste en plus des DGA qui existent? Oui, oui, oui. Et qui sera en charge... qui accompagnera M. Prieur et M. Vrignot. Voilà. D'accord, merci. Par rapport à cette création, qui est contre? Qui s'abstient? 5 abstentions. Merci. Donc, point numéro 7, la proposition d'une liste de contribuables en vue de la constitution de la commission communale des impôts directs. Donc, nous sommes toujours en début de mandat sur la création de ces différentes commissions. Et je cède la parole à Claudine Justafri. Merci. Alors, on avait déjà parlé de cette commission lors du précédent conseil du 23 avril. Précédemment, il a été voté la possibilité justement de communiquer sur la mise en place de cette liste de candidats à la commission communale des impôts directs. Et donc, la publication a été faite et la liste a été arrêtée. Donc, il s'agit de 32 personnes, 32 Argelésiens. Si vous vous souvenez les catégories, donc... majeurs de plus de 18 ans qui jouissent de leurs droits civils, sont inscrits au rôle des impositions directes locales et sont familiarisés des circonstances locales. Je ne sais pas si on peut la projeter, la liste, ou si on ne l'a pas. Je vais la lire. Effectivement, je crois qu'elle a été établie. Les derniers noms sont arrivés vraiment il y a quelques heures. Donc, de toute façon, je vais vous la lire. Alors, ça a été publié, je me souviens, on avait eu une question la dernière fois. Vous demandiez comment ça allait être publié. Ça a été publié sur les réseaux sociaux. Je pense que ça a été publié aussi sur le site de la mairie. Et vous avez eu pile le nombre où il a fallu trier ou... Alors, non, le tri, ce n'est pas nous qui le ferons. Le tri sera fait à l'issue par la direction des finances publiques. Là, c'est une proposition de 32 noms.
donc 16 titulaires, enfin là on n'a pas affecté ni titulaire ni suppléant, donc c'est 32 noms, et c'est le DDFiP qui va décider si, sur ces 32 qui va être conservé, puisqu'au final il y aura 9 membres, le président qui est en général le maire ou son représentant, et 8 membres titulaires et 8 membres suppléants, donc ça fait 16 membres, pardon. Donc on a fait 32, on va revenir à 16 au final. Donc est-ce que vous souhaitez que je lise la liste pour ceux qui ne voient pas peut-être, par souci d'égalité? Donc on l'a classé par ordre alphabétique. Donc Monsieur Paul Andréani, Monsieur Michel Aubry, Monsieur Emmanuel Baldi, Madame Catherine Brunet, Monsieur Didier Chary, Monsieur Gérard Concas, Monsieur Philippe Connefroy, Madame Sylvie Danois, Madame Catherine Doplé, Madame Claire Dubic, Monsieur Jean-Claude Faget, Monsieur Hervé Favre, Monsieur Yvan Ficarelli, Monsieur Jean-Bernard Guissot, pardon, Monsieur Jean-Marie Guillois, Monsieur Germain Jolibert, Madame Claudine Justafré, Monsieur David Latuyère, Monsieur Jean-Michel Lebrun, Madame Christelle Loiselier, Monsieur Jacques Massotto, Madame Monique Musselin, Monsieur Christian Nadal, Madame Patricia Nadal, Monsieur Serge Peraldo, Monsieur Nicolas Roussel, Monsieur Pascal Rose, Madame Julie Sens, Monsieur Christian Ziglard, et je pense qu'il y a une petite faute sur Ziglard, pardon pour la faute, Monsieur Jacques Villanove, Madame Sylvia Zora et Monsieur Bernard Zunino. Donc c'est une liste qui va être soumise à la DDFiP. Encore une fois, c'est l'administration fiscale qui va décider, et cette commission a un rôle consultatif pour améliorer le calcul des impôts, prendre en compte les changements qui ont lieu par rapport au bâti, aux constructions, aux modifications. Et voilà. Donc, le principe de la délibération, il est proposé au conseil municipal de proposer donc au directeur départemental des finances publiques la liste que vous venez d'entendre, de contribuables répondant aux conditions légales, de transmettre la présente liste au directeur départemental des finances publiques pour désignation définitive des commissaires, d'autoriser Madame le maire ou un adjoint délégué à signer les documents correspondants et de charger Madame le maire de transmettre la présente délibération aux services préfectoraux. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Ouais, moi j'ai une autre question, parce que quand même le thème est très pointu. Oui. J'imagine que les gens qui vont être, qui sont désignés ont un espèce de petit curriculum sur le sujet, et pour qu'ils puissent être vraiment choisis avec pertinence. Alors, ça ne fait pas partie des critères, en tout cas, qui ont été affirmés pour candidater, mais c'est vrai que l'administration fiscale va forcément regarder un peu. Alors, ils ne nous ont pas communiqué les critères, mais sans doute peut-être aussi une répartition un peu équilibrée des différentes taxes qui sont payées, puisque ça, c'est les taxes, les impôts directs, donc taxes bâties, taxes d'habitation, sur les résidences secondaires. Voilà. Vous avez d'autres questions? Non? Donc on peut procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci. Point numéro 8, création d'un comité consultatif. Donc c'est un premier comité que nous allons créer pour cette mandature. Donc ça faisait partie d'un de nos engagements de campagne de multiplier les comités mixtes paritaires avec les associations locales, avec les Argelésiens, sur des thématiques précises. La première thématique que nous avons choisie, c'est le dynamisme local et l'attractivité du territoire. Le fait qu'il y a la saison qui arrive est
bonne opportunité pour chacun de se faire une idée de ce qui est proposé afin d'arriver à mieux retravailler en fait l'animation et l'attractivité du territoire. Donc il vous est proposé donc sur proposition du conseil municipal de créer pour le mandat en cours cette commission, ce comité consultatif, donc qui sera présidé par un membre du conseil municipal et qui sera thématique, le premier étant, je vous le disais, sur le dynamisme local et l'attractivité du territoire. Donc c'est une commission extra-municipale. Donc notre objectif par rapport à cette commission-là, ce sera d'associer les habitants, les acteurs locaux à une réflexion sur l'avenir et l'attractivité du territoire communal, de favoriser la concertation autour des projets de dynamisation économique, commerciale, artisanale et touristique, de formuler des propositions et des avis à destination de la municipalité, de contribuer à l'amélioration du cadre de vie et de la vitalité à l'année de la commune. Et bien évidemment, vu ces thématiques qui sont précises, de respecter les compétences exercées par la communauté de communes qui a la compétence développement économique. Mais ça va être quand même important de travailler sur notre centre ancien, sur notre attractivité vraiment territoriale en valorisant des filières locales et sur l'attractivité annuelle. Donc la composition que nous imaginons, évidemment des élus municipaux, mais aussi des habitants volontaires résidant à Argelès, des représentants des acteurs économiques, associatifs et touristiques, des personnes qualifiées ou experts invités selon les thématiques traitées. Donc, à aujourd'hui, nous n'avons pas vraiment défini de nombre. On attend de voir si beaucoup de personnes vont se manifester. Mais nous savons que pour travailler de façon efficace, il faut être, je dirais, une quinzaine de personnes dans des groupes de travail pour arriver à être efficace. Mais nous pouvons imaginer de travailler en sous-groupe suite à une première réunion de ce comité consultatif. Vous avez eu du coup le règlement proposé intérieur. Est-ce que vous avez des questions, en sachant que, comme pour les autres comités, voilà, ce règlement sera diffusé sur le site de la commune et sur le site de la commune et sur les réseaux. Et nous appelons toutes les bonnes volontés à participer avec nous à ces thématiques-là. Oui, moi j'ai juste une toute petite remarque. En fait, je suis surpris que vous n'ayez pas, vous, déjà un objectif et qu'après vous demandiez à la population si oui ou si non, parce que ça va être compliqué peut-être de satisfaire tout le monde si vous ne donnez pas, vous, une ligne de conduite. Enfin, ça risque de partir c'est peut-être, hein, oui. dans tous les sens. Après, là, c'est compliqué déjà de rassembler. On a déjà défini un thème pour cette commission. Il y en aura d'autres qui viendront sur d'autres commissions. Après, en fonction des profils et des attentes. Et là, la saison d'été finissant, je suppose que cette première réunion ou ce premier comité consultatif sera certainement lié aux festivités, à cette attractivité touristique. Mais c'est vrai qu'il faut aussi voir un petit peu les attentes vraiment des citoyens et comment est-ce qu'on cadre ou on sous-divise encore en d'autres groupes de travail. Mais l'intérêt pour nous, c'est d'arriver à ce que ce soit efficace et à ressortir de ces comités des vraies propositions. Donc, pour cette création de ce comité consultatif, donc il en appellera d'autres sur d'autres thématiques, qui est contre, qui s'abstient, 5 abstentions. Merci. Point numéro 9, adhésion de la commune à l'Union des villes portuaires d'Occitanie, l'UVPO. Luc ? Bonjour, donc pour l'adhésion de la commune à l'Union des villes portuaires d'Occitanie, l'UVPO, considérant, alors, vu le code général des collectivités territoriales, vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, vu les compétences de la commune d'Argelès-sur-Mer en matière de gestion portuaire dans le cadre du budget annexe du port, considérant l'intérêt pour la commune d'adhérer à l'UVPO, structure de représentation, d'échange, d'accompagnement technique et de mutualisation au service des ports. Considérant que cette adhésion permettra au port communal de bénéficier d'un appui institutionnel, d'informations réglementaires, de partage d'expériences, ainsi que de représentation auprès des partenaires publics et professionnels.
considérant que le coût de cette adhésion sera imputé au budget annexe du port, il est proposé au conseil municipal d'approuver l'adhésion de la commune d'Argelès-sur-Mer à l'Union des villes portuaires d'Occitanie, l'UVPO, dans le cadre de la gestion du port communal et à compter de l'exercice 2026, d'autoriser l'ouverture des crédits permettant le paiement de la cotisation annuelle correspondante sur les crédits inscrits au budget annexe du port, et d'autoriser Madame le maire à signer tout document, convention, bulletin d'adhésion ou pièce nécessaire à cette adhésion, d'inscrire les dépenses correspondantes chaque année au budget annexe du port, sous réserve du vote des crédits nécessaires, de charger Madame le maire de transmettre la présente délibération aux services préfectoraux. Est-ce qu'il y a des questions? Non, juste, je pense qu'on y était déjà. Chaque fois, ça se renouvelle tranquillement. On le fait valider, tout à nouveau. D'accord. Oui, on va faire valider le renouvellement à cette adhésion, mais c'est effectivement une structure qui nous accompagne, enfin qui accompagne beaucoup les ports d'Occitanie et qui est une ressource aussi pour la formation des agents portuaires. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors on continue toujours, Luc, avec cette fois-ci la désignation des représentants de la commune au comité de sélection du GALPA, Pyrénées-Méditerranée. Alors, vu le Code général des collectivités territoriales, vu le règlement de l'Union européenne 2021-1139 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 établissant le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche, l'aquaculture, représenté par la FEAMPA, 2021-2027, fonds qui est un instrument financier visant à soutenir une pêche durable, l'aquaculture, l'économie bleue et le développement équilibré des territoires littoraux. Vu la stratégie locale de développement du GALPA, groupe d'action locale de pêche et d'aquaculture, des Pyrénées-Méditerranée pour la période 2021-2027. Considérant que le GALPA Pyrénées-Méditerranée constitue un partenariat local public-privé chargé de mettre en œuvre cette stratégie sur le territoire, notamment par l'examen, la sélection et le suivi de projets financés par le cadre de la FEAMPA, F-E-A-M-P-A. Considérant que la commune souhaite participer activement à cette gouvernance territoriale et qu'il convient, en conséquence, de désigner des représentants appelés à siéger au comité de sélection du GALPA Pyrénées-Méditerranée, il est proposé au conseil municipal de désigner les représentants de la commune appelés à siéger et participer aux travaux du comité de sélection comme suit. Titulaire, Luc Juan, donc moi-même, et suppléante, Madame Evelyne Babillon. De désigner les représentants désignés à siéger au comité de sélection, à participer aux travaux, débats et votes relatifs au projet examinés dans le respect des statuts, règles de gouvernance et dispositions applicables au FEAMPA. De charger Madame le maire de notifier la présente délibération aux intéressés ainsi qu'aux instances compétentes du GALPA Pyrénées-Méditerranée et d'autoriser Madame le maire de signer tout document convention nécessaire à cette adhésion. De charger Madame le maire de transmettre la présente délibération aux services préfectoraux. Il y a des questions? Peut-être juste préciser pour que tout le monde comprenne, le GALPA, c'est le groupe d'action locale pêche et aquaculture. Voilà, c'est ça. C'est lié à la pêche. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est voté. Merci. Délibération numéro 11, c'est un retrait de délibération. Marc? Bonsoir. Donc vous avez, je pense, eu en pièce jointe le courrier de la sous-préfète qui est à l'origine de ce retrait. Il s'agit donc, vu la délibération numéro 5 du 19 février 2026, vu les observations du contrôle de légalité de Madame la sous-préfète de Céré en date du 16 avril 2026, vu le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 19 février 2026, mentionnant la présence de M. Antoine Parra, maire lors de ce mandat, présent lors des débats d'une affaire le concernant, débat au cours duquel il est intervenu à de nombreuses reprises.
vu les articles L 2131-6 et L 2131-11 du Code général des collectivités territoriales, considérant la nécessité de mettre les actes de la commune en conformité avec les dispositions légales et réglementaires, considérant l'intérêt de prévenir tout risque contentieux, il est proposé au Conseil municipal de retirer la délibération numéro 5 du 19 février 2026, d'autoriser Madame le maire ou un adjoint délégué à signer les documents correspondants, de charger Madame le maire de transmettre la présente délibération aux services préfectoraux. Y a-t-il des questions? Non, on peut passer au vote alors. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, adopté à l'unanimité. Merci. Point numéro 12, dénomination de voix. Marc. Alors, vous avez les différentes voies qui vont se voir attribuer des noms de voies, évidemment, avec les photos avec les différents plans. Je pense que ça va se présenter dans l'ordre. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales en son article L 2131-30, vu le décret numéro 2023-767 du 11 août 2023 relatif à la mise à disposition par les communes des données relatives à la dénomination des voies et à la numérotation des maisons et autres constructions, considérant que la dénomination des voies communales et privées ouvertes à la circulation est laissée au libre choix du conseil municipal, dont la délibération est exécutoire par elle-même, et qu'il convient pour faciliter la fourniture des services publics tels que les secours et la connexion au réseau et d'autres services commerciaux comme la délivrance du courrier et des livraisons, d'identifier clairement les adresses des immeubles. Dans ce but, il est donc proposé au conseil municipal d'attribuer la dénomination de route du Mas-Cisarol, la voie qui débute au nord au croisement du chemin de Limbeni et se termine au sud-ouest au croisement du chemin du Mascassou et Mas-Seignaric, conformément au plan annexé. Donc c'est le plan que vous avez à l'écran en ce moment. Je ne sais pas si tout le monde voit où ça se situe. Bon. Ça, c'est la première. Pour la seconde, donc il est proposé toujours au conseil municipal d'attribuer la dénomination de chemin de Saint-André à la voie qui débute au nord au croisement du chemin de Taxo d'Amont, se prolongeant sur un axe nord-sud et qui se termine au croisement de la route de Saint-André au sud, conformément au plan annexé. Donc là, il n'y a pas la... Je pense que ce n'est pas la bonne voie, ça, si? Non. Elle n'y est pas? On n'a pas? Bon. Pour la troisième, d'attribuer la dénomination de route de Saint-André, la voie qui débute au rond-point de Saint-André, se prolonge sur un axe ouest-est et se termine au croisement du chemin de Saint-André, conformément toujours au plan annexé. Ensuite, d'attribuer la dénomination de chemin du Mas d'Ancôme, la voie qui débute au croisement de la route de Collioure, se prolonge au sud en passant sous la route départementale 914, longe la route départementale 914 en direction de l'ouest et se termine au Mas d'Ancôme en direction du sud-est, toujours conformément au plan annexé. Ensuite, d'attribuer la dénomination d'impasse de la Marne, la voie qui débute au croisement de la rue de la Marne, conformément au plan annexé. D'attribuer la dénomination du Correc del Dragou, la voie qui débute au croisement de la rue de la Marne, conformément au plan annexé. D'attribuer la dénomination de route de Valmy, la voie qui débute du rond-point de Valmy et se termine au croisement du chemin de la Batte, en prolongement du chemin de Valmy. Et donc d'autoriser Madame le maire ou l'adjoint délégué à signer les actes correspondants, de charger Madame le maire de procéder aux formalités nécessaires de mise à jour de la base adresse locale, de charger Madame le maire de transmettre cette délibération aux services préfectoraux. Y a-t-il des questions? Oui, essentiellement, on trouve bizarre de retrouver des noms de rues qui existent déjà. Comment ça se fait que c'est renommé ou... Alors, c'est des prolongements de rues pour certaines, qui par exemple pour la route de Valmy qui va du rond-point de Valmy, le rond-point où il y a les vignes avec le casotte, il n'y avait pas de dénomination attribuée. Le chemin de Valmy était attribué quand on est sur la bretelle d'accès, là, quand on rentre en direction Collioure. Quand on va direction Valmy, c'était attribué chemin de Valmy, mais sur cette portion, il n'y avait rien d'attribué. En fait, parce qu'il y a des rues qui sont dans le faubourg de l'Arpe où j'habite et qui sont déjà dénominées comme ça, et c'est exactement les noms. Moi, je fais toute la prospection électorale là-bas. Pour l'impasse de la Marne, le Correc del Dragou, l'impasse de la Marne, tout ça, ça existe déjà au même endroit, et je comprends pas. Alors peut-être qu'officiellement, ça n'avait pas été entériné, je suppose. Parce qu'il y a comme le nom des rues qui est marqué sur le... Enfin, je sais pas. Ou peut-être ça a été fait avant, la délibération qui aurait peut-être dû être faite avant.
En fait, on a besoin de ces délibérations pour pouvoir nourrir cette base du coup locale pour que ce soit, alors c'est connu des Argelésiens, mais pas forcément enregistré officiellement. Et ça fait des trous en fait après dans la raquette et c'est un peu compliqué. Alors parce qu'après c'est utilisé pour les voies postales notamment, pour les livraisons, etc. Après, vous savez qu'il y a eu le cadastre qui a été tout refait avec tous les noms remis aux termes qui vont après sur les cartes de l'IGN. Donc du coup, voilà, vous avez une source qui est possible si jamais il vous manque des choses. C'est dans la continuité justement et pour arriver à finaliser en fait tout ce maillage. Pardon. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté. Merci. Point numéro 13. La convention bipartite entre la commune d'Argelès-sur-Mer et le casino d'Argelès-sur-Mer relative au financement du grand concert de l'été qui sera le 20 juillet et ce sera Patrick Fiori. Voilà. Alexandra, pardon. Bonsoir. Vous avez en pièce jointe la convention bipartite avec le casino, normalement. Vu le code général des collectivités territoriales et conformément aux éléments présentés dans la délibération, il est proposé au conseil municipal d'approuver une convention de financement partenarial entre le casino et la commune d'Argelès-sur-Mer dans le cadre de l'organisation d'une manifestation. Considérant que le casino s'engage à contribuer au développement artistique, culturel et festif de la collectivité d'Élégante en étroite collaboration avec cette dernière. Considérant que le casino s'acquitte d'une contribution annuelle plafonnée de 70 000 € qui s'inscrit dans le cadre d'un crédit d'impôt pour manifestations artistiques de qualité sur les produits bruts taxables des jeux. Considérant que le choix s'est porté sur un concert gratuit organisé le 20 juillet 2026 et proposant la prestation scénique de l'équipe Patrick Fiori, considérant que la commune titulaire de la licence d'entrepreneur de spectacle vivant permettant d'organiser des manifestations artistiques acquittera l'ensemble des dépenses liées à l'organisation du concert du 20 juillet 2026, considérant qu'à l'issue de la prestation, le casino versera à la commune une contribution annuelle plafonnée à 70 000 € net de taxes, considérant que l'exécution de la convention financière proposée permettra à la commune de percevoir du casino les 70 000 € susvisés. Cette convention, en fait, permet de formaliser les engagements de chaque partie dans un cadre juridique et financier clair. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver cette convention de financement partenarial, d'autoriser Madame le maire ou son représentant à signer les documents nécessaires à sa mise en œuvre, ainsi que d'inscrire les dépenses et recettes correspondantes au budget communal. Y a-t-il des questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci pour votre unanimité. Point numéro 14, attribution et autorisation de signature de marché public. Jean-Michel Lebrun. Merci. Vu le Code général des collectivités territoriales et le Code de la commande publique, vu la délibération 6 du Conseil municipal du 28 mars 2026, portant délégation de compétences du Conseil municipal au maire, notamment son alinéa 4 relatif au marché public. Considérant le lancement de 2 consultations dans le cadre d'un appel d'offres ouvert par la commune d'Argelès-sur-Mer, la première référencée 26 FE 001 pour des prestations techniques de l'événementiel et la seconde 26 AT 003 pour la fourniture de carburant et combustible pour la ville d'Argelès-sur-Mer. Considérant qu'au terme de cette procédure, la commission d'appel d'offres a été convoquée le 20 mai 2026 pour statuer et présenter ses conclusions à cette séance du Conseil municipal. La commission d'appel d'offres a décidé d'attribuer les marchés suivants. La première, 26 FE 001, prestation technique de l'événementiel à l'entreprise Expérience basée à Perpignan. Les prestations feront l'objet d'un accord cadre exécuté par émission de bons de commande avec un montant maximal annuel de 300 000 € hors taxes.
La seconde, 26 AT 003, fourniture de carburant et combustible pour la ville d'Argelès-sur-Mer, composée de 4 lots. Le lot 1, fourniture de carburant en station-service, a été retenu la société DINEF SAS, basée à Montpellier. Les prestations feront l'objet d'un accord cadre exécuté par émission de bons de commande avec un volume maximal annuel de 146 000 litres. Le lot 2, livraison de carburant et combustible sur site à la société SA Nadine Bourrel, basée à Narbonne. Les prestations feront l'objet d'un accord cadre exécuté par émission de bons de commande avec volume maximal annuel de 67 000 litres. Le troisième lot, livraison d'essence détaxée SP98 Marine Bleue, la société DINEF SA à Montpellier. Même chose, les prestations feront l'objet d'un accord cadre exécuté par émission de bons de commande avec un volume maximal annuel de 8 000 litres. Et enfin, le lot 4, livraison de carburant à Port-Argelès, la société SA Nadine Bourrel de Narbonne. Les prestations feront également l'objet d'un accord cadre exécuté par émission de bons de commande avec un volume maximal annuel de 400 000 litres. Considérant que ces marchés sont conclus pour une période d'1 an, reconductible 3 fois annuellement, soit 4 ans, maximum à compter de la date de notification. Il est proposé au Conseil municipal d'autoriser Madame le maire à signer les marchés ayant été attribués par la commission d'appel d'offres en date du 20 mai 2026, de charger Madame le maire de transmettre cette décision aux services préfectoraux. Des questions ? On peut passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Alors, 5 abstentions. Point numéro 15, l'acquisition d'un véhicule électrique pour la gestion des aires protégées et la surveillance des plages. Donc, ce sera un véhicule qui sera mutualisé. François. Merci, bonsoir à tous. Alors, il s'agit d'un véhicule électrique de marque Polaris Ranger Premium. Donc, c'est un véhicule qui permet de circuler sur les terrains difficiles et qui est garanti 2 ans pièces et main d'œuvre, 3 ans sur le moteur électrique et 5 ans sur la batterie. Alors, comme disait Madame le maire, c'est un actif qui sera mutualisé entre différents services, le service des plages pour tout ce qui concerne les secours, le service de la protection des espaces naturels, notamment sur la réserve du Mas-Larieux, sur toutes les zones Natura 2000 et autres, mais également en cas de gestion de crise et notamment en cas de crise inondation. Ça permettra aux services de la municipalité de pouvoir se déplacer de façon plus optimale. Alors, considérant que la ville d'Argelès-sur-Mer est gestionnaire ou co-gestionnaire de plus de 300 hectares d'espaces naturels protégés, il s'agit du site Natura 2000, embouchure du Tech et Gros de la Massane, de la réserve naturelle nationale du Mas-Larieux et du site classé du Moulin d'Ensourde, dit le Racou, Crique de Porteil. Considérant que ces espaces naturels sont dotés de plans de gestion et impliquent des interventions quotidiennes des équipes sur le terrain pour leur mise en œuvre, notamment au regard d'une fréquentation importante de ceux-ci, estimée à 500 000 visiteurs par an uniquement sur la réserve du Mas-Larieux, et d'épisodes météorologiques de plus en plus fréquents et intenses liés notamment au dérèglement climatique. Considérant que dans le cadre de la gestion des espaces naturels protégés, l'acquisition d'un véhicule électrique de type buggy apparaît cohérente avec les objectifs de la préservation de la biodiversité portés par la stratégie nationale pour la biodiversité. Considérant que ce véhicule permettra d'assurer les missions de suivi écologique, de surveillance, d'entretien léger et d'accueil du public, tout en limitant fortement les impacts environnementaux liés aux déplacements motorisés sur des milieux particulièrement sensibles. Il permettra par ailleurs d'accéder à la quasi-totalité des surfaces en gestion ou en cogestion. Considérant qu'en termes d'image, il est important pour la municipalité que les équipements soient en adéquation avec les messages pédagogiques qu'elles portent et que nous diffusons quotidiennement sur la fragilité de ces milieux.
L'acquisition de véhicules électriques paraît donc cohérente et évidente. Considérant que ce véhicule sera par ailleurs utilisé par les équipes de surveillance des plages durant la saison estivale, elles réalisent en moyenne 6 interventions par jour au plus fort de la saison. Des interventions qui seraient, pour certaines, facilitées par un véhicule de ce type, notamment sur les urgences vitales qui nécessitent de transporter du matériel lourd. Par rapport aux victimes éloignées des postes de secours, mais également pour mettre en place des points fixes avec tout le matériel d'intervention dans des zones dangereuses. Et considérant que, plus occasionnellement, ce véhicule pourra être utilisé également en cas de déclenchement du plan communal de sauvegarde. Donc vous avez le véhicule qui est projeté donc, sur le PowerPoint. Le fait de rattacher cette acquisition au service des espaces naturels, à la protection des espaces naturels, permet de bénéficier également d'un cofinancement au titre du Fonds national sur la stratégie liée à la biodiversité. Donc c'était quand même intéressant pour la commune, ça allège un petit peu le poids de la dépense de 40%. Donc le plan de financement est le suivant, 40% pour l'État, 13 199,33 €. Pour la commune, 19 799 €. Tout ça, c'est du hors-taxe. Et au total, 32 998,33 €. Il est donc proposé au conseil municipal de valider l'intérêt de cette acquisition, d'approuver le plan de financement prévisionnel, d'autoriser Madame le maire à solliciter les subventions auprès de l'État, d'autoriser Madame le maire à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération, de charger Madame le maire de transmettre cette délibération aux services préfectoraux. Est-ce que vous avez des questions? Non, pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci. Point numéro 16, donc l'autorisation de solliciter le Centre national du cinéma et de l'image animée au titre des aides à l'exploitation cinématographique et à la modernisation des salles de cinéma pour le reversement des aides à l'association gestionnaire du cinéma. Claudine Lavaille. Merci. Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2121-29 et L. 2122-21, vu le Code du cinéma et de l'image animée, notamment ses articles L. 111-1 et suivants, relatifs aux missions du Centre national du cinéma et de l'image animée, ainsi que ses articles L. 311-1 et suivants, relatifs au soutien financier de l'industrie cinématographique et audiovisuelle, vu le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée, vu la convention liant la commune et l'association gestionnaire du cinéma sise dans un équipement appartenant à la commune, considérant que la commune est propriétaire des locaux accueillant le cinéma, considérant que l'exploitation du cinéma est assurée par l'association Cinémaginaire dans le cadre de ses missions culturelles et d'animation territoriale, considérant que le cinéma participe à l'accès de tous à la culture, à la diversité cinématographique et à l'animation culturelle du territoire, considérant que le Centre national du cinéma et de l'image animée met en œuvre des dispositifs de soutien destinés à accompagner l'exploitation cinématographique, la modernisation des équipements et l'amélioration des conditions d'accueil du public, considérant que la commune souhaite pouvoir mobiliser l'ensemble des dispositifs financiers susceptibles d'accompagner les projets de rénovation, de modernisation et de développement de son équipement cinématographique. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser Madame le maire à solliciter le Centre national du cinéma et de l'image animée, le CNC, ainsi que tout autre partenaire institutionnel ou financier, afin d'obtenir les aides financières mobilisables au titre du soutien à l'exploitation cinématographique, des aides sélectives à la petite et moyenne exploitation, des aides à la modernisation, à la rénovation et à l'équipement des salles de cinéma, d'autoriser Madame le maire ou l'adjoint délégué à signer tout document, dossier de demande de subvention, convention ou pièces administratives nécessaires à l'exécution de la présente délibération, d'inscrire les recettes correspondantes au budget communal, d'autoriser Madame le maire à reverser la
disponible correspondant à l'aide à l'exploitation, à l'exploitant, et de charger Madame le maire de transmettre cette délibération aux services préfectoraux. Alors, je tiens à ajouter une précision, sachant que les fonds de soutien dont on parle sont abondés par la TSA, c'est-à-dire la taxe spéciale additionnelle. C'est une taxe qui est prélevée sur l'achat d'un billet de cinéma. C'est-à-dire qu'en aucun cas, ça ne coûte à la municipalité et ça ne porte pas du tout sur le budget communal. Il s'agit d'un dispositif national permettant l'autofinancement des salles de cinéma. Voilà, c'est la précision importante quand même. Voilà, est-ce que vous avez des questions ? Oui, enfin, c'était déjà comme ça, en fait. C'est normal pour que ça fonctionne. Donc, c'est juste un renouvellement, là aussi. Ça ne fonctionne pas automatiquement, il fallait... Non, mais je veux dire qu'on l'a, enfin, depuis des années, depuis que les cinémas imaginaires fonctionnent avec le cinéma d'Argelès, on fonctionne comme ça, en rappelant effectivement que la salle est municipale et que s'il y en a besoin pour quoi que ce soit, juste qu'on fasse attention qu'on doit rembourser la séance de cinéma qui n'aura pas eu lieu. Lorsque nous on fait, lorsque vous ferez un concert ou quelque chose là-bas à la salle pendant les séances de cinéma, puisqu'on a effectivement cette taxe et ce service qui est rendu pour que le cinéma fonctionne en autofinancement, effectivement. Mais nous y serons vigilants. En tout cas, ils étaient très impatients que cette délibération soit prise. Il était urgent pour eux de récupérer tout ça. Voilà. D'autres questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient? Merci à vous. Merci. Plusieurs points suivants concernent les mêmes choses. Donc, ce sont des conventions de servitude avec Enedis sur des parcelles communales. Marc. Alors, il y a 3 points en fait suivants. Il y a 3 délibérations qui sont identiques au niveau des vues et des considérants. Donc, je ne le lirai qu'une fois. Il y a juste l'emplacement des parcelles qui changent. Alors, vu l'article L 2122-4 du Code général de la propriété des personnes publiques, selon lesquelles les servitudes établies par convention passée entre les propriétaires, conformément à l'article 639 du Code civil, peuvent gréver des biens des personnes publiques mentionnés à l'article L1, qui relève du domaine public, dans la mesure où leur existence est compatible avec l'affectation de ceux de ces biens sur lesquels ces servitudes s'exercent. Considérant qu'il est nécessaire d'officialiser la servitude pour l'installation d'une canalisation souterraine alimentant le réseau de distribution publique d'électricité pour l'installation d'une armoire, considérant que le positionnement du réseau nécessite une servitude de 1 mètre sur 5 mètres de long sur la parcelle BC 0883 située sur le lieu dit La Grona, considérant que la commune doit garantir à Enedis l'accès libre à la servitude établie à titre gracieux et sans limite de temps, considérant que la convention de mise à disposition a pour objectif d'autoriser la société Enedis à réaliser les travaux de réseau et de déterminer les droits et obligations des 2 parties. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser Madame le maire à signer la convention de mise à disposition avec Enedis, d'autoriser Madame le maire à signer tout document permettant l'exécution de la présente délibération, de charger Madame le maire de transmettre cette décision aux services préfectoraux. Alors, en l'occurrence, il s'agit d'une installation d'une borne IRVE, une borne de recharge électrique, enfin de recharge pour véhicules électriques, et qui est située route de Saint-André, avenue de Montgat, au niveau de la zone artisanale, à l'entrée de la zone artisanale, sur cette avenue. Y a-t-il des questions? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, adopté. Pour la deuxième parcelle, donc il s'agit de la même chose, de créer une servitude d'1 mètre sur 5 mètres de long sur la parcelle BL 0311, située sur le lieu dit La Plage. Donc dans ce cas précis, c'est une borne également pour véhicules électriques qui est située sur le parking qui est en face de la place du Nouveau Monde, au port. Donc il est proposé au conseil municipal toujours d'autoriser Madame le maire à signer la convention de mise à disposition avec Enedis, d'autoriser Madame le maire à signer tout document permettant l'exécution de la présente délibération et de charger Madame le maire de transmettre cette décision aux services préfectoraux. Pas de questions non plus. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, adopté. Et troisième et dernière parcelle. Donc là, il s'agit de la parcelle AY 289 qui est située derrière l'office de tourisme,
qui sera utile pour les bus d'acquis. Alors, ah non, je ne sais pas sur la bonne page, pardon. Pareil, donc il est proposé au conseil municipal d'autoriser Madame le maire à signer la convention de mise à disposition avec Enedis, d'autoriser Madame le maire à signer tout document permettant l'exécution de la présente délibération et de charger Madame le maire de notifier cette décision aux services préfectoraux. Pareil, il s'agit d'une servitude d'1 mètre sur 5 mètres le long de cette parcelle. Pas de questions? Qui est contre? Pas d'abstention? Qui s'abstient, pardon? Donc, merci. Point numéro 20, c'est la mise en place du règlement intérieur de la Régie des transports d'acquis de la ville d'Argelès-sur-Mer. Luc? Des collectivités territoriales et le Code des transports, vu les articles L 1321-1 à L 1321-6 du Code du travail, vu la délibération numéro 31 et 19 du 2024 portant création d'une régie à autonomie financière, transport, et adoption des statuts sous la forme d'un SPIC, vu l'avis favorable du CST réuni le 19 mai 2026. Considérant qu'il convient d'établir un règlement intérieur pour la régie des transports de la ville d'Argelès-sur-Mer, afin de permettre de traiter l'ensemble des situations de fonctionnement interne à cette même régie qui nécessite que des règles soient édictées. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver le règlement 6 juin annexé, vous avez donc sur l'écran, qui sera appliqué dans le cadre de la régie de transport à compter du 1er juin 2026. Et d'autoriser Madame le maire à signer tout document permettant la mise en œuvre de la présente délibération et de charger Madame le maire de transmettre cette décision aux services préfectoraux. Qui est contre? Non, juste, il ne peut pas être mis en place aujourd'hui puisqu'on ne l'a pas voté encore. Donc je suppose que ce sera à partir de demain. Oui. À partir de demain, il a été présenté au CST en amont avant la présentation ici. D'accord. Oui. Oui, mais il est quand même démarré aujourd'hui. Et qui est contre? Juste, Luc, il est important de préciser au niveau des mobilités l'importance de mettre en place un règlement intérieur, puisque ce sont des personnes qui conduisent du public. Donc, pour tout employeur, quel qu'il soit, une collectivité ou non, c'est obligatoire, surtout pour le suivi quand il y a du public transporté. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Et donc, c'est voté. Merci. Donc, ce règlement est à partir du 2 juin. Voilà. Nouvelle désignation, cette fois-ci un représentant pour la commission locale de l'eau, TEC Albert. François. Alors, pour celles et ceux qui ne le savent pas, en tout cas pour nos concitoyens ici présents ou qui nous écoutent, ce qu'il faut savoir, c'est que le TEC et son bassin versant, des Alberts notamment, sont dotés d'un SAGE. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un SAGE? C'est un schéma d'aménagement et de gestion de l'eau. C'est une émanation de la loi sur l'eau de 1992 et donc un outil important de planification et de concertation qui vise 2 objectifs prioritaires. D'une part, l'utilisation partagée de l'eau entre les particuliers, l'agriculture, l'industrie, etc., donc entre tous les utilisateurs. Et on comprend bien qu'aujourd'hui, vu le contexte lié au dérèglement climatique, c'est un enjeu qui est très fort. Et le deuxième objectif, c'est la protection et la préservation qualitative de la ressource en eau et des milieux. Alors, le SAGE est doté d'une instance de gouvernance, ce qu'on appelle la CLE, la Commission locale sur l'eau, qui réunit les différents représentants de l'État, des communes et des usagers. Et donc, c'est à ce titre que la commune d'Argelès-sur-Mer est membre de cette commission avec un titulaire et un suppléant. Et donc, cette délibération vous est présentée dans ce cadre-là. Alors, considérant donc que le SAGE TEC
Albert est un document de planification approuvé par arrêté préfectoral en 2007 qui fixe les objectifs de gestion de la ressource en eau et des milieux aquatiques à l'échelle du bassin versant du Tech et des bassins versants des fleuves côtiers des Alberts, considérant que la commission locale de l'eau, la fameuse CLE, composée de collectivités, d'usagers et des services de l'État, est l'instance de concertation en charge de la mise en œuvre et du suivi de ce SAGE, considérant que conformément aux nouvelles dispositions réglementaires, les membres de la commission doivent désormais être désignés de manière nominative. Donc ce n'est pas la fonction, mais c'est vraiment l'identité nominative qui doit être indiquée. Il est donc nécessaire pour la collectivité d'Argelès-sur-Mer de désigner ses représentants au sein du collège pour assurer le suivi des décisions engageant le territoire en matière de gestion de l'eau et d'aménagement. Considérant qu'il convient de désigner un représentant titulaire et un représentant suppléant pour siéger à la commission locale de l'eau, il est donc proposé au conseil municipal de désigner pour représenter la commune d'Argelès au sein de la commission locale de l'eau des nappes plio-quaternaires de la plaine du Roussillon, votre serviteur, donc François Rousse, moi-même, et comme suppléante Evelyne Babylon. D'autoriser Madame le maire à signer tout document, convention, bulletin d'adhésion ou pièces nécessaires à cette adhésion et de charger Madame le maire de transmettre la présente délibération aux services préfectoraux. Est-ce que vous avez des questions sur le SAGE et la clé? Non, pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci. Point suivant numéro 22, une délibération fixant la composition du comité social territorial, le CST, et de la formation spécialisée en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Nathalie. Alors, considérant que le comité social territorial CST est chargé de l'examen des questions collectives de travail et que la formation spécialisée en matière de santé, sécurité et conditions de travail F3CST est chargée de l'examen des questions relatives aux conditions de travail, considérant qu'il appartient au conseil municipal de fixer essentiellement la composition, le paritarisme, le recueil de l'avis émis par cette instance, considérant que la collectivité remplit les conditions prévues par le décret pour instituer une formation spécialisée, constituant que la collectivité souhaite maintenir une représentation équilibrée entre le collège des représentants du personnel et celui des représentants de la collectivité, considérant que les effectifs de la collectivité permettent de fixer le nombre de représentants titulaires dans la limite réglementaire applicable. Il est donc proposé au conseil municipal de fixer à 5 le nombre de représentants titulaires du personnel au sein du CST et d'autant le nombre de représentants suppléants du personnel. De maintenir le principe du paritarisme numérique en fixant à 5 le nombre de représentants titulaires de la collectivité et à 5 le nombre de représentants suppléants. De décider le recueil de l'avis des représentants de la collectivité lors des votes du comité social territorial. De préciser que la formation spécialisée en matière de santé, sécurité et conditions de travail sera composée en nombre égal de représentants titulaires et suppléants du personnel et de la collectivité. D'autoriser Madame le maire ou son représentant à accomplir toutes les formalités nécessaires à l'exécution de la présente délibération et de charger Madame le maire de transmettre la présente délibération aux services préfectoraux. Vous avez des questions? C'est un changement par rapport à l'existant? Non, c'est une poursuite de ce qui existait. Et ouais, donc, c'était comme ça déjà. Mais comme c'est une nouvelle mandature, on refixe la composition. Et voilà, c'est une délibération qui... Les questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Point numéro 23, la tarification de la taxe de séjour pour l'année 2027. Alexandra. Merci. Alors, cette délibération concerne donc la tarification de la taxe de séjour pour l'année 2027. Comme chaque année, le conseil municipal
doit fixer les tarifs applicables au 1er janvier suivant. Après consultation du comité de direction de l'Office de tourisme et dans un souci de stabilité pour les professionnels du tourisme, il est proposé de maintenir les tarifs au même niveau qu'en 2026. Considérant que le conseil municipal a l'obligation de reprendre chaque année une délibération fixant les tarifs de la taxe de séjour applicable au 1er janvier suivant, comme je vous l'ai stipulé, considérant que le comité de direction de l'Office de tourisme qui associe les professionnels de la station a été consulté, considérant qu'au regard du contexte économique et dans un souci de stabilité pour les professionnels du tourisme, il est proposé de maintenir les tarifs de la taxe de séjour pour l'année 2027 au même niveau que ceux précédemment en vigueur, considérant que les tarifs votés par le conseil municipal pour chaque catégorie d'hébergement ne comprennent pas la taxe additionnelle départementale, TAD de 10%, prévue par l'article L. 3333-1. Considérant que les tarifs votés par le conseil municipal pour chaque catégorie d'hébergement ne comprennent pas la taxe additionnelle régionale, TAR de 34%, prévue par l'article 76 de la loi numéro 2022-1726 du 30 décembre 2022 des finances pour 2023, considérant que pour tous les hébergements en attente de classement ou sans classement, le taux appliqué par personne et par nuitée est de 5% du coût de la nuitée, donc plus 10% de taxes additionnelles départementales et plus 34% de taxes additionnelles régionales, et qu'ainsi le coût de la nuitée correspond au prix de la prestation d'hébergement hors taxe. Considérant la proposition tarifaire générale approuvée par le comité de direction de l'Office municipal de tourisme de voter les tarifs 2027 comme suit. Alors là, vous avez constaté que les différentes catégories d'hébergement restent donc inchangées, tout comme le dispositif appliqué aux hébergements non classés, ainsi que la taxe forfaitaire du port de plaisance, par la suite, que vous allez voir après, mise en place en 2026. Je précise également que les montants présentés sont hors taxes additionnelles départementales et régionales, conformément à la réglementation. Enfin, il est important de rappeler aussi que la commune se situe déjà sur des niveaux élevés de taxation avec la majorité des catégories au plafond légal autorisé. Le choix proposé aujourd'hui est donc celui de la stabilité, de la lisibilité pour les professionnels et de la continuité pour l'attractivité de notre destination. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver les tarifs 2027 de la taxe de séjour, d'approuver la reconduction du dispositif forfaitaire pour le port de plaisance et d'autoriser Madame le maire ou son représentant à signer les documents correspondants. Je vous remercie. Y a-t-il des questions ? Oui. Alors, il y a quelque chose qui m'a toujours paru surprenant, et ça, c'est depuis que je suis élu. Donc, j'ai été élu la première fois en 2008, et chaque année, on vote effectivement la taxe de séjour. Et il y a quelque chose qui me paraît être un peu une anomalie, c'est que quand on voit le confort des mobil-homes dans les campings, je ne comprends pas que la taxe de séjour pour des personnes qui sont dans un mobil-home avec un confort équivalent à une location meublée ou dans un appartement où il y a la clim, où il y a l'eau courante, où il y a etc., soit aussi basse. Alors, je sais que c'est des tarifs qui sont plafonnés et je sais donc qu'on ne peut pas l'augmenter, mais à mon avis, c'est une anomalie parce que autant je comprends que quelqu'un qui a une tente ou une caravane sur un terrain de camping, il paie 60 centimes d'euros pour la taxe de séjour, autant je ne comprends pas que quelqu'un qui paie 2500 euros pour une semaine dans un mobil-home, on ne lui fasse pas payer un peu plus que 60 centimes. Sachant le nombre de mobil-homes qu'il y a à Argelès, ça ferait quand même un paquet de pognon qui arriverait à l'Office du tourisme, en rappelant quand même que la taxe de séjour, pour tous les gens c'est les personnes qui viennent qui les paient, hein. Ce n'est pas les professionnels du tourisme qui paient la taxe de séjour, attention. Hein. Voilà. C'est une observation. Je sais que de toute façon, on est au plafond, qu'on ne peut pas l'augmenter, mais il me semble que c'est une anomalie dans le classement des logements. Voilà. Merci Bernard. C'est vrai que c'est peut-être
à travailler, mais en effet, comme tu as répondu, on est au plafond. Donc, c'est national, voilà, donc c'est national. il faudrait, il faudrait qu'il y en ait un de nous qui se présente pour être député, par exemple, et qui puisse changer la loi. Hein. Soulever et que ça fasse jurisprudence. Très bien. Vas-y Bernard. Merci. On Oui, t'attend, Bernard, on votera je pour te toi. propose, on va travailler dessus. Merci Bernard. Donc, merci. Non, parce que du coup, oui, je fais voter, bien sûr. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour votre unanimité. Point numéro 24, l'élection des membres du conseil d'administration du CCAS. Patricia. Merci. Donc, cette délibération fait suite à celle du conseil municipal précédent où nous avons approuvé le nombre de membres qui seront présents au conseil d'administration, à savoir 16, 8 membres pour les représentants du conseil municipal et 8 membres pour les associations ou personnes justifiant d'une expérience dans le domaine du social. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales et le Code de l'action sociale et des familles, vu la délibération du Conseil municipal du 23 avril 2026 fixant à 16 membres pour siéger au Conseil d'administration du CCAS, comme je le disais, composé de 8 membres élus désignés, dont un élu de l'opposition en respect du principe de la représentation proportionnelle et 8 autres membres désignés représentant des associations ayant un lien thématique avec le champ de compétences du CCAS, notamment les associations familiales, celles traitant des retraités, du handicap, de l'insertion, etc., œuvrant sur le territoire d'Argelès-sur-Mer. Considérant que le Code de l'action sociale et des familles impose un scrutin de liste et une représentation au plus fort reste, sont élus membres du Conseil... Non, pas tout de suite, nous allons procéder au vote. Alors, du coup, nous proposons une liste. Il faut savoir s'il y a une autre liste qui est proposée pour le CCAS. La liste que nous proposons pour la majorité, Patricia Nadal, Sylviane Concas, Alexandra Fauconnet, Audrey Lamidel, Grégory Lavoire, Valérie Auger, Frédéric Pujol, et avec pour l'opposition Sabine Moings. Donc voilà, nous pouvons procéder à main levée s'il n'y a pas d'autres listes. Sinon, il faudra que nous fassions à bulletin secret. C'est bon. D'accord. Et les membres des associations seront nommés en parallèle par un arrêté municipal. Est-ce que vous avez des questions ? Non. Donc, pour ce vote, qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Merci. Point numéro 25, le lancement d'un audit financier. Donc, nous en avions parlé pendant notre campagne. C'était important pour nous de commencer le mandat avec une vision financière d'un organisme extérieur pour mieux nous accompagner dans notre action. Et je vais laisser Claudine s'exprimer sur cet audit. Merci. Donc on termine bien le conseil sur une bonne nouvelle. On va lancer finalement cet audit, effectivement, dont on a parlé longuement dans la campagne, qui fait l'objet d'une attente, nous pensons, de la part des Argelésiens, une attente pour avoir un peu plus de clarté sur l'état des comptes, la situation financière de la commune, l'état de la dette. Donc voilà, c'est un engagement qu'on avait pour les 100 premiers jours de notre équipe. Il va être lancé, bien sûr, si tout le monde le vote. Le principe, c'est effectivement de confier ça à un organisme spécialisé, un cabinet de conseil qui soit référencé en la matière, donc pas simplement les audits financiers, mais les audits financiers des collectivités locales, et de rendre publiques et transparentes les conclusions de cet audit lorsqu'il nous sera donné. Donc, ces conclusions serviront aussi à finaliser la préparation du budget supplémentaire qui va être présenté au prochain conseil municipal. Donc, les conclusions de l'audit seront également présentées au prochain conseil municipal.
Donc cet audit ne va pas porter sur toutes les activités de la mairie, bien évidemment. Dans un premier temps, on va faire une analyse rétrospective de la situation financière depuis 2020-2025. On va avoir des éléments de comparaison avec des communes du territoire. Et donc, comme je l'indiquais, cet audit permettra d'évaluer les marges de manœuvre qui sont à disposition dans le cadre du budget communal. On parle également de l'analyse du budget principal de la commune et des 3 budgets annexes, le port, le camping et le budget mobilité. Donc, le principe, c'est la lisibilité, la transparence de la présentation. On demandera aux auditeurs de parler un langage compréhensible pour tous. C'est l'idée. Dans un second temps et à plus long terme, on aimerait également pouvoir lancer un travail de préparation donc du futur plan pluriannuel d'investissement, de travailler plus sur la prospective financière pour les années à suivre du mandat, et éventuellement à terme un audit sur les ressources humaines et le contrôle interne au sein de la municipalité. Pour l'instant, on ne se prononce pas là-dessus, on se prononce sur l'opportunité et l'intérêt de lancer cet audit. Nous avons fait appel à 3 cabinets d'audit privés pour avoir des offres, pour pouvoir les comparer leur expérience, leurs références, bien sûr le prix, la valeur technique des propositions. Et on va pouvoir trancher une fois que cette délibération sera votée. Est-ce que vous avez des questions ? Bon, je vais revenir sur ce que j'avais déjà dit au conseil municipal précédent. Premièrement, je voulais savoir quelle somme vous considérez vous allez alléguer à cet audit. Deuxième chose, il me semble qu'une municipalité est toujours surveillée, entre guillemets, par l'État. Et donc, tous les comptes tout l'argent qui est dépensé ou qui est utilisé par une municipalité doit, au centime près, être vérifié, etc. Il me semble qu'il y a déjà des agents qui le font ça gratuitement. Je me posais la question de pourquoi aussi un audit. Et puis, je voudrais quand même rappeler que, malgré ce que vous avez déjà dit, la municipalité n'est pas du tout en défaut concernant les finances, que effectivement vous pouvez être très impressionné par les chiffres qui sont donnés parce que c'est des choses qui ne sont pas de notre vocabulaire traditionnel de ménage, mais quand on est aux alentours de 30 millions d'euros de dettes, on n'est pas du tout pauvre, on n'est pas du tout non plus démuni, et on peut forcément travailler sur plein de choses. Et à rappeler juste que quand nous, on a pris notre premier mandat, on nous a laissé 10 millions de dettes pour la digue, et que malgré ça, on vous lègue 12 millions d'euros de surplus sur justement les budgets annexes qui vont vous permettre de travailler tranquillement. Donc là-dessus, cette espèce de suspicion, de doute, de je sais pas quoi, ça va coûter de l'argent aux Argelésiens. Et je me demande si effectivement c'est très utile ou c'est si utile que ce que vous êtes en train de nous le dire et de nous dire que c'est une bonne nouvelle, ça ne vous concerne que vous et personne d'autre en fait. Bon, alors, il y a beaucoup de questions, mais je vais résumer les réponses. Donc sur le montant, effectivement, on est dans un montant qui est largement inférieur à 10 000 euros. On est autour des 8 000 euros, peut-être même moins. Parce qu'on a souhaité faire ce travail de rétrospective et d'état des marges actuelles et se limiter à ça, pas travailler sur la prospective. C'est un débat qui est passionné. Je pense que vous avez vu également que les Argelésiens se sont positionnés eux-mêmes sur la question. On n'est pas simplement une équipe contre une autre sur ce sujet-là. Il y a eu beaucoup de débats sur le sujet. Le fait de faire appel à un cabinet d'audit privé spécialisé dans les collectivités locales, ça nous permettra aussi de nous comparer, comme je dis, avec d'autres collectivités assez comparables avec Argelès. Donc, ça va coûter de l'argent, effectivement. C'est pour nous un investissement dans la transparence des comptes de la ville. Je comprends bien que pour vous, ça n'est pas d'intérêt, mais pour nous, vraiment, c'est important d'avoir cette vision extérieure et
spécialisés. On fait appel à des cabinets précis, spécialisés. Et de repartir sur des marges de manœuvre qui sont clairement identifiées par ces cabinets. Voilà. On saura exactement. Vous dites que 30 millions d'euros de dette, c'est pas important. Encore une fois, la dette, ça dépend pourquoi on la contracte. Si on investit dans des infrastructures qui peuvent nous rapporter, bien sûr, c'est peut-être à terme intéressant. En l'occurrence, on a investi dans des infrastructures qui vont pas nous rapporter beaucoup. Donc voilà, c'est un débat passionnant. Quoi par exemple? Dites-nous, parce qu'en fait, nous, on a fait beaucoup d'investissements, et je pense que notre mandat était là-dessus. C'est-à-dire qu'on a beaucoup investi. Certes, il y a une dette qui est moindre que celle qu'on a, nous, contractée quand on a récupéré le mandat. Alors après, si vous avez des exemples très précis, je veux bien. Deuxième point, je voudrais juste soulever ce que vous venez de dire. OK, que les Argelésiens aient une voix là-dessus, très bien. Après, les élus, ils sont autour de cette table, et ceux qui sont aux manettes, pas les Argelésiens qui sont là-bas, qui vous ont fait confiance. Donc, que le débat soit dans la ville, je peux l'entendre. Que vous l'écoutiez, je peux l'entendre. Que vous en serviez, je ne vois pas l'intérêt, en fait. Parce que c'est vous qui décidez. S'en servir, je ne vois pas pourquoi vous parlez de... On ne s'en sert pas. C'est-à-dire qu'on répond à une demande des Argelésiens. Et on n'y répond pas nous-mêmes. On fait appel à des spécialistes. Je ne sais pas si c'est la demande des Argelésiens ou de... pour l'avoir vécu quand on est, nous, dans Argelès, très franchement, il n'y a pas grand monde qui se préoccupe des finances pointues, je parle, d'Argelès, globalement. Donc, ils écoutent ce qu'ils entendent. Les trois quarts, excusez-moi, n'y comprennent pas grand-chose. Et moi, le premier, quand je suis arrivé, maintenant qu'on a un peu plus de connaissances, c'est vrai que je me dis qu'à un moment donné, effectivement, c'est à vous de prendre des décisions et pas forcément d'écouter ce qui se passe dans la rue, quoi. D'où l'intérêt d'en parler de manière intelligible. Je vais laisser la parole à mon collègue. Je pense, Didier, que c'est quelque chose qui nous différencie. C'est-à-dire que toi, tu considères que les Argelésiens ne sont pas compétents pour avoir un avis sur le budget, et nous, on pense qu'ils sont compétents, à condition qu'on leur explique bien, pour avoir un avis sur le budget. D'autre part, c'est un engagement de campagne. C'est-à-dire qu'on s'est engagé. Donc on ne va pas reculer maintenant, dire « Ah non, on ne fait pas l'audit ». Donc on va faire l'audit, et c'est un engagement. Donc pour une fois que des élus, on va dire, tiennent leurs engagements, on va pas nous le reprocher. Ensuite, ces fameuses marges de 12 millions, voilà, je donne un exemple simple. Alors je ne vais pas en débattre pendant des heures. Le port, il a 0 marge de manœuvre de budget. Pourquoi? Parce que tout l'argent que gagne le port, il est reversé à la collectivité en loyer, en mise à disposition d'agents, etc. Donc demain, le port doit faire des travaux de rénovation, il a 0 marge de manœuvre. Et ça, ce n'est pas marqué dans le budget de la commune. Donc nous, on a besoin d'éclairage. Comme tu dis, on n'est pas compétent, moi je ne suis pas compétent en comptabilité, et on a besoin que des personnes compétentes et qui peuvent nous parler simplement nous expliquent exactement les marges qu'on a. Parce que moi, je suis désolé, jusqu'à présent, j'ai essayé de bien regarder les comptes entre ce qui est l'investissement, ce qui est le fonctionnement, c'est pas toujours facile de voir jusqu'où on peut aller. Donc d'avoir des gens qui peuvent nous éclairer, ça nous intéresse. Et puis je répète, c'est un engagement, donc c'est normal qu'on le fasse. Mais c'est une vision différente du rapport avec les citoyens. C'est pas parce qu'on est élu que ça nous donne une légitimité, ça nous donne une légitimité pour représenter les gens. Mais les gens nous ont élus en attendant qu'on fasse cet audit, on le fait. Moi, je trouve ça normal. Oui, je comprends de vouloir faire un audit sur la prospective, les 26, 32 ou 33. Après, de revenir sur 2020-25, je comprends moins, puisqu'effectivement, à la fin du mois, on va avoir les comptes administratifs. Voilà, c'était juste cette remarque. Alors, après, au-delà de la prospective, c'est aussi la façon dont sont traités les budgets. La mairie est propriétaire. On parlait du port. Le port, finalement, est locataire. Et le qui paye quoi doit aussi être un petit peu remis à plat. Il y a pas mal d'écritures qu'il faut redispatcher correctement. Et c'est cet accompagnement-là aussi dont on a besoin. Ouais, juste par rapport à prolonger ce que disait Bernard, non seulement c'est un engagement, mais c'est aussi, on le fait, je pense, de manière raisonnée. Il y a quelque chose qui n'a pas été dit, mais ce qu'on demande là et cet audit, il se fait aussi en complément de ce qu'on a déjà.
Et je pense que vous avez lu avec attention le rapport de la Chambre qui donne déjà des indications. Et cet audit, en fait, on sera aussi le complément, il va nous donner des outils. C'est-à-dire qu'on ne lance pas un audit comme ça. Et on a déjà des chiffres, mais on va partir de là. Et moi, je ne vous rejoins pas quand les 30 millions dehors, bon maintenant l'audit ne dit pas ça, enfin le rapport de la Chambre et les magistrats administratifs disent 42 millions, une augmentation de la dette de plus de 66% en 5 ans, oui, ça nous préoccupe un peu et je pense qu'on n'est pas les seuls. Enfin, nous, on n'est pas préoccupés, voilà. Écoutez, en tout cas, ce sera un exercice intéressant aussi d'écouter les auditeurs à la fin du mois de juin. Et voilà, je pense que tout le monde aura intérêt à entendre ces explications qui seront claires, j'imagine, et qui permettront d'éviter de prolonger ces débats. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce qu'on peut voter? Qui est contre? C'est clair. Bon, qui s'abstient? Je vous remercie. Donc 5 contre. Alors l'ordre du jour est épuisé, mais nous avons des questions diverses. Donc les questions qui nous ont été posées concernent les travaux du poste de police qui est à la plage. Donc qu'avez-vous prévu pour le poste de police municipale à la plage? Les travaux vous semblent à l'arrêt. Quel sera le fonctionnement durant l'été? Car il est très sollicité, comme vous le savez. Alors, nous ne touchons à rien du projet qui a été préparé par l'équipe précédente. C'était l'équipe précédente qui avait stoppé les travaux parce qu'il manquait des retours en fait de subventions, tout simplement. Nous les avons maintenant, mais avec l'été qui arrive, tous les appels vont être décalés pour la rentrée. Donc, il n'y a aucun changement du projet qui est un projet pour que le poste de police municipale de la plage soit mieux équipé au niveau de la vidéosurveillance et mieux équipé pour les agents. Donc ce point-là n'est pas modifié. Y aura-t-il des renforts? Ah oui, et le fonctionnement durant l'été, pardon. Donc il y aura une permanence, on ne peut pas laisser un poste de police grille baissée, c'est une certitude, ne serait-ce que pour le sentiment d'insécurité que ça peut provoquer. Donc il y aura dans tous les cas l'accueil qui sera ouvert et les équipes y passent de toute façon tous les matins et tous les soirs en début et fin de service. En fait, ça nous a fait cet effet-là quand on est passé en sortant de l'office, on est arrivé devant le poste de police, on s'est dit oh, mince, qu'est-ce qui va se passer quoi. Oui, sur la plage, les gens sont quand même inquiets de savoir comment ça va être ouvert, pas ouvert. Pour l'instant, il y a juste un panneau qui dit nous sommes au village. Et voilà. Après, la personne qui sera à l'accueil, il va falloir qu'elle soit armée, pas d'armes physiques, mais parce que je pense que les usagers seront quand même. Alors de ce côté-là, il n'y aura pas de changement puisque de toute façon, les patrouilles étaient en dehors du poste, mais je suis quand même d'accord sur le fait de ce sentiment que ça peut créer d'avoir un rideau fermé sur un poste de police. Donc c'est pas l'objectif. Là, vous envisagez un accueil simple pour orienter les gens vers le village? Non, il y aura aussi ce sera aussi un accueil comme il y avait avant. D'accord, ça marche. Oui. Okay. Et puis de toute façon, les prises de poste se font, puisque les équipements sont là-bas, les agents y vont quand même. Et au niveau des renforts, donc deuxième question, y aura-t-il des renforts prévus pour la sécurité en complément des agents existants sur la station durant la période estivale, comme il est de coutume d'en avoir? Donc oui. Par contre, c'est vrai que depuis les Jeux Olympiques, où c'est des réservistes maintenant qui viennent faire les renforts et plus des gendarmes comme on avait eu avant les Jeux Olympiques, ce sera encore ce système-là de réservistes, mais qui viennent en nombre identique aux années précédentes. Les équipes de l'APM feront du 24 heures sur 24 comme les étés précédents. C'est un travail que nous menons pour voir un début de saison peut-être anticipé par rapport à ces patrouilles de nuit, au niveau des grands week-ends, des vacances notamment. Voilà, c'est un travail que nous faisons avec les agents, mais au niveau du nombre de renforts, on est sur une année identique aux années précédentes, que ce soit en gendarmerie, en pompiers également. Je ne sais pas si Philippe ou Marc voulaient compléter. Juste pour donner quelques éléments, donc Madame le maire, vous l'avez dit, on va être pour la 3e année consécutive avec des renforts DSI de la gendarmerie, donc mois de juillet, mois d'août, simplement ils ne commencent pas au mois de juin, ils ne sont pas au mois de septembre, qui sont des réservistes.
Par contre, ils fonctionneront en patrouille mixte avec des gendarmes d'active. C'est aussi à savoir et à faire savoir. Au même nombre que les autres années. L'APM va fonctionner, elle, pareil, du 15 juin, à partir de ce 15 juin jusqu'au 13 septembre en 24-24 avec 4 patrouilles. On constate quand même, là, avec le début de saison que nous avons, qu'il va falloir qu'on entame une réflexion, notamment sur les fins de semaine, jeudi, vendredi, samedi. Ce week-end a encore été un peu difficile à la plage, le week-end précédent. Et il va falloir que, sans doute, on réajuste les choses, nous, au niveau de l'APM, puisque nous avons un sujet qui est très clair ici. Hein. C'est, j'allais dire, le désengagement de l'État se matérialise très physiquement, j'allais vous dire, puisqu'il y a une patrouille de gendarmes qui fonctionne et qui tourne sur 5 brigades territoriales et qui va de Cerbère à Ralles-sur-Tech. Donc imaginez bien que la nuit, ça fait pas beaucoup. Et que des fois, on se retrouve dans des situations où l'APM est systématiquement primo-intervenant, puisque je crois qu'aujourd'hui, sur toute l'année, je ne parle pas que de la saison estivale, mais nous sommes primo-intervenants à 95% du temps. Dernière chose là-dessus, c'est quand je dis qu'il faut évaluer, et on l'a évoqué avec Madame le maire, c'est que sur ces fins de semaine, notamment à la plage, où on s'aperçoit que la saison commence et le bruit qui va avec, comme nos patrouilles finissent à minuit, on se trouve là où les bars vont fermer à 2 heures. Là, on n'arrive pas, aujourd'hui, on a un trou dans la raquette parce que la gendarmerie n'est pas là, ou peu présente, et on se retrouve avec les difficultés dans lesquelles nous sommes, où notamment ce week-end, il y a eu un peu de bruit, et la gendarmerie est arrivée, mais un peu tardivement. Donc c'est une réflexion qu'il va falloir qu'on entame pour voir comment on peut s'organiser, notamment sur ces fins de semaine, en début de saison. Oui, il y a une période aussi qui est difficile, c'est fin août, quand les renforts partent, où il y a encore une grosse fréquentation sur la commune. Oui, c'est toute la cohérence à trouver entre nous, notre volonté d'étaler la saison et effectivement le côté renfort qui est très, très saisonnier sur le pic de saison. Donc c'est à nous de prendre le relais. Et juste une dernière précision, parce qu'il se trouve que il y a un arrêté sur les nuisances sonores, notamment puisqu'on est un peu sur ce sujet-là en fin de semaine à la plage, qui avait été prise l'année dernière le 1er août, et qui notamment était prise dans un cadre d'un arrêté préfectoral qui datait de 2005. Il se trouve que vendredi dernier, on nous a communiqué, monsieur le préfet a pris un autre arrêté, et je pense que d'ailleurs il a eu des discussions avec, quand on l'a reçu, il a entendu quelques messages, et nous ne sommes pas les seuls à les avoir fait passer. Il a réactualisé cet arrêté préfectoral, et donc notre arrêté municipal, il va falloir aussi qu'on le fasse rentrer dans ce cadre-là, puisque l'arrêté préfectoral aujourd'hui est beaucoup plus restrictif qu'il était en 2005. Juste une autre information qui n'a rien à voir avec tout ça, juste par souci de clarté. Donc aussi vu Michael Caldente, j'ai été réélu en tant que président, et Bruno Rastol, qui est adjoint à la mairie de Port-Vendre, est le vice-président du CIVU. Voilà, donc juste pour vous en informer. Oui, merci pour cette précision. C'était une volonté de continuité pour le CIVU du Miguel Caldente, puisque le bateau, il doit rester 2 ans de travaux peut-être, 1 an, 2 ans de travaux, on espère. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, la séance est levée. Prochain conseil municipal le 29 juin qui sera essentiellement budgétaire. Merci.